L'anime le plus horrifique que j'ai vu date de 1997 et c'est Perfect Blue. Depuis, rien ne m'a vraiment fait peur. Ni Another, ni Shiki, ni même la fameuse collection de Junji Ito sur Netflix. Rien n'a réussi à recréer cette angoisse, cette sensation d'être observé sans savoir par qui ou par quoi. Et c'est étrange parce que le Japon est sans doute l'un des pays où la peur est la plus ancrée dans la culture populaire. Des milliers de fables, des légendes terrifiantes, des esprits vengeurs. Et pourtant dans l'animation japonaise moderne, l'horreur semble presque absente. Et ce paradoxe me fascine. Halloween par exemple est devenu au Japon une fête immense. Les rues de Shibuya se remplissent de monstres, de zombies et d'esprits. La peur y est célébrée, presque ritualisée. Mais à l'écran, elle est amenée à disparaître. Alors pourquoi l'animation japonaise, pourtant capable d'explorer tout l'imaginaire, semble avoir perdu le goût de l'horrifique? Mais avant de plonger dans l'histoire, il faut déjà définir ce qu'on appelle horreur dans l'animation japonaise moderne. Parce que le genre est souvent confondu avec d'autres, le gore, le thriller ou le mystère, alors qu'ils n'ont pas la même fonction. L'horreur dans sa forme la plus simple, c'est un genre construit pour provoquer l'inconfort. Pas seulement par le sang ou la violence visuelle, mais par tout ce qui perturbe. Une ambiance qui dérange, un concept qui met mal à l'aise, une menace qui dépasse la logique. C'est un genre qui cherche à perturber plus qu'à choquer. Dans les œuvres actuelles, on retrouve trois grandes approches. L'horreur psychologique centrée sur la fragilité mentale, la paranoïa, l'identité ou le dédoublement. L'horreur corporelle qui transforme le corps humain pour souligner sa vulnérabilité ou son étrangeté. Et enfin l'horreur folklorique, héritée des croyances japonaises où les esprits, malédictions et phénomènes surnaturels s'inscrivent dans une tradition culturelle très ancienne. Un thriller veut créer de la tension, un drame veut toucher, un shonen veut dynamiser. L'horreur, elle, cherche avant tout à instaurer un malaise durable, une impression de danger qui reste même une fois la scène passée. Et c'est là que le paradoxe commence. Le Japon possède un patrimoine culturel immensément riche en histoire d'esprits, de monstres et de malédictions. Tout commence bien avant les animés. À l'époque d'Edo, entre 1600 et 1800, les télés japonais se réunissaient pour jouer à un jeu, le Yaku Monogatari. Sans histoire, sans récit d'horreur raconté à la lueur d'une bougie. À chaque histoire, on soufflait une flamme et lorsque la dernière s'éteignait, on disait qu'un esprit apparaîtrait. Ces histoires donnaient naissance à tout un pan du folklore japonais. Les yokai, ces créatures mi-humaines, mi-démoniaques, et les onryo, esprits vengeurs de femmes ou d'hommes trahis. Des figures légendaires ont même vu le jour comme le Kushisake Onna, la femme à la bouche fendue, ou plus tard Hanako-san, l'esprit des toilettes. Je pense que vous êtes tous curieux pour connaître l'histoire de l'esprit des toilettes, donc je vais me permettre une petite aparté pour vous la conter. Hanako se serait réfugiée dans les toilettes de l'école pendant un bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, elle y sera découverte bien plus tard, déjà morte ensevelie sous les décombres. Depuis, son esprit hante le troisième cabinet des toilettes des filles au troisième étage dans certaines écoles. Toutes ces légendes sont transmises de génération en génération, évoluant avec le temps et les traumatismes. Et justement, après la Seconde Guerre mondiale, ces fantômes changent de visage. Le Japon sort brisé, bombardé, hanté par la bombe atomique. Les légendes urbaines reflètent désormais de vraies peurs, la mort, la mutation ou la destruction. Et c'est comme ça qu'en 1954, Godzilla voit le jour, symbole monstrueux des conséquences d'Hiroshima et Nagasaki. C'est le début du body horror japonais où la terreur ne vient plus des esprits mais du corps lui-même. L'horreur au Japon devient politique, elle parle de honte, de culpabilité, de transformation forcée. Et si le cinéma s'en empare avec brio, l'animation elle décide de rester en retrait. Durant les années 1960 et 70, le grand public découvre les chefs-d'œuvre comme Kwaidan ou Onibaba, un cinéma lent, poétique et terriblement terrifiant. L'animation elle s'adresse encore aux enfants et adolescents, des robots, des héros et de la romance. Pourtant certains osent déjà flirter avec le malaise. Osamu Tezuka, le père d'Astro Boy, crée Barbara, une œuvre dérangeante, presque psychique où la folie et la beauté s'enlacent. Shigeru Mizuki avec Gegege no Kitaro introduit les yokai dans la culture populaire. C'est la première fois que des monstres folkloriques apparaissent dans un animé de ce rang. Mais tout reste bon enfant. L'horreur y est comptée comme un mythe moral, jamais comme une expérience voulant provoquer la peur. Mais les choses vont vite changer dans les années 80 et 90. Le Japon vit l'après-euphorie économique. Les villes s'agrandissent et les gens s'isolent. Les adolescents surtout se sentent seuls dans un monde beaucoup trop codifié, où seul le travail et l'apparence devraient dicter leur vie. Et c'est là que la peur revient, pas celle des monstres, celle de soi-même. Des films comme Angel Eggs ou Akira explorent cette tension. La mutation du corps, la perte de contrôle et la perte de l'identité. Des thèmes profondément marqués par Hiroshima. Et puis arrive Perfect Blue. Une idole japonaise quitte la scène pour devenir actrice. Mais à mesure qu'elle tente de se réinventer, son image lui échappe. Elle se dédouble, se perd, se regarde sans se connaître. Le réalisateur Satoshi Kon met en scène la peur moderne du Japon. Celle de l'image de la
célébrité de la surveillance et de la perfection imposée. C'est un film qui tire ses inspirations de Psychose. Mais là où Hitchcock explorait la folie individuelle, Satoshi Kon parle d'un traumatisme collectif japonais, celui d'une société obsédée par le paraître où tout ce qui dépasse est effacé. Dans Perfect Blue, l'horreur n'est pas dans le sang mais dans la confusion. On ne sait plus ce qui est vrai, c'est ça la vraie peur. Pendant ce temps, dans les pages des magazines, Junji Ito trace une autre voie. Avec Uzumaki, Tomie ou Amigala Faults, il impose une horreur lente dérangeante où tout semble normal jusqu'à ce que tout bascule. Ce n'est pas une peur qui fait sursauter, c'est une peur qui rampe. Ces histoires obsèdent mais ne terrifient pas. Elles sont plutôt dérangeantes et n'ont finalement pas trop de sens. Et pourtant, malgré son succès critique, ses œuvres sont longtemps restées loin de l'animation, parce que le marché ne suivait clairement pas. Dans les années 2000, les animés les plus vendus sont des shonen comme Naruto, One Piece ou Bleach, le Big Three. Des univers lumineux codifiés où le héros triomphe toujours. Alors que dans un même temps, les productions cinématographiques japonaises d'horreur explosent. On peut penser notamment à Ju-On ou The Ring, qui deviennent de véritables phénomènes mondiaux. Ju-On, réalisé par Takashi Shimizu en 2000, pose les bases du J-horror moderne. Une malédiction qui ne peut plus être arrêtée, un esprit qui ne suit aucune règle et surtout une ambiance froide presque clinique. L'horreur n'y est jamais expliquée, elle est subie. Pas de jumpscare gratuit, juste une présence constante inévitable qui transforme n'importe quelle pièce vide en menace. The Ring, réalisé par Hideo Nakata en 1998, l'œuvre qui va définitivement exporter l'horreur japonaise dans le monde entier. Un esprit vengeur, une cassette vidéo maudite, un délai de 7 jours. L'horreur est froide, méthodique, presque silencieuse. Sadako n'a pas besoin de courir ou de hurler, elle avance lentement, mécaniquement, comme si le temps lui-même l'a apporté jusqu'à toi. Quand Hollywood en fait un remake en 2002 avec The Ring de Gore Verbinski, la peur devient plus spectaculaire, les apparitions plus brutales et le mystère mieux expliqué. Là où la version japonaise joue sur les non-dits et l'incompréhensible, la version américaine préfère tout rationaliser. Plus d'enquêtes, plus de révélations et surtout plus d'effets visuels. On passe d'un cauchemar psychologique à un film plus direct, pensé pour un public occidental habitué à des codes horrifiques différents. Et pendant que le cinéma s'internationalise et transforme l'horreur japonaise pour séduire le monde de l'animation, elle avance à sa manière. Elle tente parfois d'explorer ces mêmes codes mais avec beaucoup plus de prudence. Another recrée l'ambiance d'un slasher scolaire, des morts mystérieuses, une malédiction et un ton pesant, mais la peur devient prévisible. Shiki tente une approche plus symbolique, la peur de la marginalité, du rejet et du conformisme. Et Parasite joue la carte du body horror, entre science-fiction et réflexion sur la nature humaine. Des œuvres fortes mais coincées entre plusieurs genres, jamais assez effrayantes pour être de l'horreur pure. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner l'animé qui vous a fait le plus peur en commentaire. Et si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez vous abonner. Je sors une vidéo par semaine sur l'animation japonaise. Mais l'horreur au Japon, ça ne rapporte presque rien. Et là, le constat est brutal. Les animés d'horreur sont parmi les moins rentables de l'industrie. Ils vendent moins de DVD, côté merchandising, c'est quasiment le désert. Pas de figurines, pas de goodies, pas de produits dérivés mignons à mettre en vitrine. Et donc très peu de revenus annexes. Comparé aux comédies romantiques ou aux gros shonen colorés, c'est un gouffre financier. Les studios gagnent jusqu'à 70% de moins sur ces licences. Alors forcément, les producteurs hésitent. Ils évitent les thèmes trop sombres, trop psychologiques, trop risqués. Ils préfèrent miser sur ce qui se vend. Des univers lumineux, des héros charismatiques ou les éternels isekai. Mais aujourd'hui, les choses commencent à bouger. Les jeunes créateurs ont grandi avec Perfect Blue, Junji Ito, Internet et les creepypasta. Des studios comme Science Saru osent des visuels expérimentaux. Distorsion, symbolisme sont dissonants, comme dans Devil May Cry Baby où la violence devient un cauchemar. Mappa lui pousse l'attention à l'extrême. Chainsaw Man emprunte les codes de l'horreur sans jamais s'y plonger entièrement. Et des œuvres comme Mononoke ou Made in Abyss créent un malaise constant, beau, fascinant mais profondément troublant. Et puis il y a Netflix, une plateforme où l'horreur est l'un des genres les plus regardés au monde. Pas étonnant qu'ils aient produit la collection de Junji Ito, des projets plus sombres, plus expérimentaux. Le public lui est prêt, ce sont les studios qui hésitent encore. Et c'est là que j'en reviens à ma conviction, l'horreur est sous-exploitée. Dans un pays où les mythes sont nés pour effrayer, où les légendes parlent de mort et de transformation, le potentiel est immense. Parce qu'en plus l'horreur japonaise n'a rien à voir avec l'horreur occidentale. En Occident on mise sur le choc tandis qu'au Japon l'horreur est plus lente, plus psychologique. Les animés se ressemblent de plus en plus et c'est dommage, parce que l'horreur pourrait justement briser cette monotonie, redonner du sens, de la tension, du malaise. Mais on n'est pas sans espoir. Le péché originel de Takopi par exemple a connu un succès énorme avec une histoire bien sombre, psychologique presque insoutenable. Et ce succès c'est peut-être un signe, le signe que le public japonais lui aussi commence à chercher autre chose. Alors oui, les studios continueront sûrement à produire des isekai en série tant que ça fonctionnera. Mais quand la lassitude s'installera, peut-être qu'une nouvelle génération d'animés émergera.